Alors, c'est vrai que j'ai conservé un dégoût pour la complicité, et même une apparente complicité, dans laquelle on peut le voir, ça il faut lire un petit peu, ou quelquefois les entendre, dans laquelle les faux traditionnels, c'est-à-dire ceux qui disent oh, c'est la tradition, hein. Tradition c'est pas ça. Tradition c'est un ancestral inconnu. C'est la fondation même de l'homme. Mais c'est la fondation aussi de la foi. Et autour de ça, on n'a rien. Il n'y a pas de trace. La Bible, c'est pas une tradition. Enfin, ça fait partie de la tradition. Mais là, je ne sais pas quoi dire. Ça remonte plus loin, mais ils ont reçu. Et certains ont maintenu. Et aujourd'hui, il y a encore des... mais qu'on ne peut pas appeler les traditionnalistes. Traditionnalistes, ça pue. Donc, l'apparente complicité que je trouve à ceux qui seraient des faux traditionnels, c'est les religieux de tout poil. Alors en tête, hein, il y a vraiment les curés, les prêtres, certains rabbins. Dans de leurs contradictions, disons, ils ne sortent pas grandis. Eux, les faux. De ma contradiction, je devrais faire sortir ce qui m'est donné. Alors moi, j'ai ni à grandir, ni à rapetisser. Je reçois, je rends. Sans en jouir. Rester totalement soumis. C'est non seulement un besoin, mais j'en ai un appétit. Je dis bien un appétit. Sans ça, je ne peux pas me mettre au travail. Sans comment dire, c'est ni la sensation, ni le pressentiment, mais dans la conviction que je suis prêt à me soumettre totalement. À ce moment-là, je peux travailler. Et travailler, c'est-à-dire transmettre. Transmettre à quoi? Je reçois, ça va sur du paplard, ça pourrait être regardé par un autre. À partir du moment où ça pourrait être regardé par un autre, la transmission se fait. Il voit ce qui a fait son chemin à travers moi. Oh, je l'ai aidé. Mais c'est évident, ça ne vient pas tout seul. J'ai donné mon corps, j'ai donné mes yeux. Je rends ce qui est passé là, un petit peu comme en douce, pour le mettre d'un autre côté de la ligne. Mais la ligne, c'est quoi? C'est le connu ou l'inconnu? C'est l'un et l'autre. Connu, inconnu. Et peut-être de ne plus souffrir de cette sorte d'inconfortable écartèlement, je peux accepter, porter, je peux même retenir un peu de souffrance, comme une digue retient de la flotte. Puis de temps en temps, moi aussi, ma digue, elle casse. Comment on retient son souffle face, je sais pas moi, à une belle femme, un bel animal, à une apparition qui stupéfie, qui nous casse, qui peut aller jusqu'à nous brûler pour le seul bien de ne rien nous laisser d'autre que notre stupeur. Moi, je suis souvent en état de stupeur. Dans la stupeur, on pourrait dire qu'il y a comme de l'inquiétude et de la... Mais oui, la stupeur, pas stupéfait. Stupéfait, c'est « ah ». Tandis que la stupeur, c'est « ah ». Oui, c'est à la fois affligeant, écrasant. C'est comme inévitable. C'était incontournable et on ne le savait pas. On est enfin devant. Ouais, ce mot, vraiment ce mot-là de stupeur, qui rejoint aussi bien la vie dans mon enfance que ma vie maintenant. Mais la vie dans mon enfance, c'était, je l'ai dit, mais de toute façon, je le dirai encore. Hein. Tant que je vivrai, je parlerai d'elle. Hein. Je parle de la cave. Dans mon enfance, c'est alors la cave, les coups, les étreintes, beaucoup de joie, la peur aussi, elle est là. Et que mon coup reçu au creux de la poitrine en entrant dans la première usine, que j'ai appelée longtemps ma première usine, c'était la Guttapercha.
J'étais jeune, là. Je venais à peine de passer mon certif, plof. On m'a planqué là-bas. Je suis pas resté longtemps, mais là, c'était le baptême de feu. Hein. Là, dans l'usine, je peux dire que j'ai été stupéfait. Ouais. Et puis tout de suite après, j'ai eu une grande stupeur. Ouais. Par quoi? Par le bruit, sûrement. Mais surtout par l'apparente indifférence des hommes qui faisaient des gestes, toujours les mêmes, des heures durant, comme s'ils récuraient l'âme de tout le cambouis d'une vie, de leur vie. Je trouvais, mais ils étaient dans un état de saleté. La saleté, il y en a eu dans ma vie. De la saleté, j'entends de la crasse. Oh mon Dieu, que de gens puaient autour de moi. Mais pas moralement, non, non. Des gens qui sentaient mauvais. Qui sentaient la merde, qui sentaient la pisse, qui sentaient l'oignon, qui sentaient le cramé, qui sentaient le bois vert, qui sentaient... Oh, puis d'autres qui sentaient la souffrance. Ouais. Faudra qu'un jour j'arrive à dire comment j'ai pu continuer à dessiner et à écrire, sachant que ce que je dessinais, ce que j'écrivais, une sorte de couteau continuellement pointé sur moi. Je pense que c'est là. Je pense que c'est pour ça. Pour la foi, elle est pas là-dedans, là, hein, non. Mais quand je peux pas, c'est que j'ai pas le couteau. C'est-à-dire, je me suis fait à la présence de ça. Comment j'ai, sans pactiser ni me compromettre, pu aller, non sans difficulté, dans certains endroits. Je vais pas parler de ça. Ça viendra peut-être une fois, mais pas maintenant. J'ai vraiment tiré mes paquets. Ouais. Je les ai tirés, je les ai portés. J'ai porté les paquets des autres aussi. J'ai beaucoup porté les paquets de mes parents, moi. Ouais. J'ai porté aussi les paquets de Cécile. J'ai porté. Je suis, c'est vrai, un porteur. Je ne dois pas oublier. J'ai fait un tout petit stage, un court séjour. Je me suis cassé la gueule à ce moment-là, mais j'avais 16 ans. C'était juste le premier hiver de 1940. Je travaillais là. J'étais en perpétuelle colère. J'avais volé de l'argent à ma mère. J'étais en colère contre moi. Mon père avait disparu. On croyait qu'il était mort. Il avait toutes les chances pour être mort. Et puis, j'ai été stupide en étant jeune, en étant adolescent, là. À partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai vu les Allemands, j'ai vu les nazis rentrer. Enfin, je les ai vus jusqu'à Bourges. On était bombardés par eux. Puis quand on est rentré à Paris, on peut dire, dans le quartier, ça nous faisait chier, quoi, ouais. On n'était pas devenus patriotes, hein, mais on disait non. Puis il y avait des types qui avaient disparu, dont mon père. Alors je sais pas si c'était ça. Ça jouait. Oh, c'est sûr que ça jouait. Bon, enfin, pas au point de... Ah non, moi j'étais très imprudent, quoi. Très très imprudent. Alors là, j'ai porté des paquets. J'ai pas arrêté de porter des paquets. Ouais. Et puis un jour, je suis passé devant la porte. C'était à Issy-les-Moulineaux, ça. C'était avant de faire de la boxe. Parce que j'ai fait de la boxe, pas longtemps, j'en ai pris plein la gueule. Puis je suis devenu tellement méchant que j'ai manqué de tuer le partenaire. Je lui ai donné des coups de pied dans les couilles. Ah non, je suis pas un boxeur, je suis un type beaucoup trop entier. Bête. Et je suis né dans une famille bête. Mais, famille bête, faut faire attention. La bêtise s'arrête à un endroit. D'une certaine façon, Breton était bête. Ouais. Ouais. J'aime bien la bêtise de Breton. J'aime pas la bêtise de Nadeau, par exemple. Non. Qui faisait le malin et tout, qui était nul comme type. Ouais. Ouais. Un démolisseur. Ouais. Alors, je passe devant une porte. C'est une sorte de porte de garage. En fer. Enfin, le fer n'a pas d'intérêt. Et puis je vois l'athlétique club et poids et haltères. Poids et haltères. Alors il y avait un type qui faisait fureur à l'époque, c'était Rigolo.
On montrait ses bras. C'était des jambons de taureau qu'il avait. Et il soulevait 300, je sais pas combien de kilos, le double de son poids, je crois que c'est ce qu'on disait. Oh, il devait faire 140 kilos, plus que le double de son poids. Oh, je dis les poids et haltères, tiens, je vais rentrer. Je suis rentré. J'étais pas épais, hein. Enfin, j'étais nerveux quand même. Je suis rentré, puis il y avait un type là, qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai vu poids et haltères, j'ai regardé. Tu veux faire partie du club? Oh, je sais pas. T'habites où? J'habite au Pont de Saint-Cloud. Ah bah, tu peux? Puis c'est quoi? Bah viens voir. Alors j'y vais, je le suis. Puis il y avait une salle. Puis il y avait une quinzaine de types là, comme dans des maillots de bain. Mais alors des types, des malabars, hein, et qui se baissaient, qui arrachaient d'un seul coup. Alors ça, je l'ai su à ce moment-là. C'était le type qui m'avait accompagné. Il m'a dit, il le fait à l'arraché. Ah oui. Alors à l'arraché, il soulevait. Puis il y en avait un autre là-bas. Alors il le faisait au développé. Ouais. Alors, j'ai dit, le plus facile, c'est l'arraché ou le développé. Elle me dit, ça dépend, mais t'as pas les répètes, toi, hein? Je dis, ouais, mais moi, je suis nerveux. Oh, faut pas beaucoup de nerfs dans les poids et haltères. Faut de la concentration. T'as de la concentration? Peut-être, oui. Ben, il faudra que tu travailles. Il faudra que tu te fasses les biceps. Tu dois pas en avoir, hein. Puis alors, il me touche. Oh, bah merde, dit, où ils sont? Ah, je dis, ils sont pas encore venus, mais ils vont venir. Oh, bah, il y a du boulot, hein. C'est vrai que j'avais des bras, c'était des bananes. Elle me dit, puis il faut bien bouffer aussi, hein. Tu vois, c'est des sports qui demandent, hein. Bah, ça, en ce moment, on peut pas dire qu'on bouffe beaucoup. Ouais. Le pain, ça sert à rien, hein. Ça fait grossir, mais ça sert à rien, ça fait pas du muscle, hein. Ouais. Alors je suis resté là, à regarder. C'était la première fois que je rentrais dans un club, dans une salle comme ça. Il y avait l'odeur que j'ai su après être l'embrocation, qui me rappelait le slogan qu'on passait sur les épaules de ma grand-mère. Et que, à partir de ce moment-là, je me suis foutu du slogan partout, sur tout le corps. J'en pestais dans tous les coins. Les gens se retournaient quand j'allais travailler. Ils se retournaient sur moi, comme ça. Qui c'est qui pue comme ça? C'était moi. Ça, j'avais l'impression qu'autour de moi, il y avait un nuage qui tremblait. Mais je bousais toutes les bouteilles de slogan de la grand-mère. Mais on les avait, pour ainsi dire, à l'œil, parce que c'était Morenas qui nous les passait. Alors, ça allait. Alors, en même temps, j'en profiterais, j'en passais sur les épaules de la grand-mère. Mais moi, je m'en mettais partout. Même sur le ventre, ce qui est ridicule. Faut pas en mettre sur le ventre. Puis tous les jours, j'essayais de me faire des muscles, mais ça venait pas. Enfin, j'ai quand même fini par un jour avoir le droit à prendre des haltères. Alors moi, j'ai vu, ils m'ont retiré tous les... Il y avait des roues, c'est des poids qu'on met au bout. Ils m'ont retiré tout, puis ils m'en ont laissé que 2. Alors, je la foutais mal, et puis tout le monde rigolait. Hein, ils ont dit, alors tu le fais à l'arraché ou au développé? Allez, c'est pas lourd, fais-le. Alors ça devait faire 50 kilos. Alors j'ai voulu le faire à l'arraché, je l'ai fait à l'arraché, mais je l'ai fait en tendant les bras devant, ce qui est ridicule. Puis ils m'ont appris, non, c'est pas comme ça, il faut s'aplatir complètement, tendant ses bras en l'air, ensuite, hop, faire un rétablissement. Bon, je l'ai fait, mais 50 kilos, je les ai fait comme une plume. Ah, ils m'ont foutu une roue de chaque côté, 60, bloum, comme une plume. 70, ah là j'arrivais à mon poids, je devais pas faire 70 à l'époque. Je l'ai fait, une petite plume là, hein, c'était déjà plus lourd. Puis ils m'ont dit, faut arrêter. Il faut que tu te fasses des muscles. Mais tu arriveras à soulever, tu arriveras à 90, toi. À la fin de l'année, tu arriveras à 90. Oh, j'y suis allé quelques fois. Puis j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que j'avais mal partout. Je sentais que c'était pas ma voie. Alors je suis rentré, j'ai fait de la boxe. Là. C'était pas ma voie non plus. Bon. Dans le quartier, on reste toujours à peu près à la même période là. Dans le quartier, il y avait une femme. On la connaissait, on l'appelait Marie Paquet. Et pendant des années, elle a fasciné tous les enfants du coin. On était un peu salauds avec elle, on gueulait derrière elle, Marie Paquet, Marie Paquet. Alors elle se retournait, puis pouf, elle tapait du pied pour nous chasser. Mais si on disait pas ça, si on venait se mettre pas trop loin d'elle sur le banc, on se mettait pas compte parce qu'on disait qu'elle était pleine de puces. Eh ben, on pouvait lui parler, puis elle répondait. C'était une femme, elle était sans doute très âgée, mais elle n'avait pas d'âge, tellement elle était sale, ridée, en guenille. Et ça faisait dire à mes parents, je leur en avais parlé, qu'ils l'avaient toujours vue depuis qu'ils étaient dans le quartier. Alors, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient dans le quartier. Marchant ou bien tirant ou poussant une petite voiture d'enfant, la capote était toujours rabaissée et tout le monde essayait de voir ce qu'il y avait dedans. Alors, on n'a jamais pu comprendre de quoi elle mangeait. Bah, elle allait au marché, alors elle essayait de ramasser des fruits un petit peu avariés.
Du pain, je suppose que quelqu'un lui en donnait. Elle dormait dehors. Ah oui, elle faisait les ponts. Elle mordait dans des bouts de pain qui étaient durs et puis elle recrachait après avoir mâché un long moment. Ma grand-mère avait dit c'est parce qu'elle n'a pas de dents. Elle était sale. C'est sûr qu'elle était sale. Et le sale, la saleté. Je l'ai eu comme... Je l'ai côtoyée, mais je l'ai eu comme voisine de lit. Ouais. Je l'ai eu comme voisine de train. Ouais. Parce que les ouvriers qui n'étaient pas sales, ils avaient tous une odeur. Parce qu'ils n'étaient pas sales, mais il n'y avait pas de... On n'avait pas de savon. Nous, dans mon coin, et je dirais ceux qui avaient la même profession que mes parents, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas. Le savon, c'était... Ma mère, oui, sans doute. Ma mère se lavait. Mais mon père, c'était le dimanche. Le restant de la semaine, il frottait bien avec de l'eau, comme ça. Ouais, très bien. Il se rasait sans savon. Ouais, au rasoir nu. Ouais. Alors il se rasait pas tous les jours. Et c'était pas toujours un plaisir pour lui de se raser comme ça. Puis après, il piquait un tout petit peu de crème à ma mère. Parce que ma mère a toujours mis de la crème sur son visage. Toujours. C'est comme ça qu'elle est arrivée à être sans rides jusqu'à l'âge de 70 ans. Pas de rides. Mon père se mettait de la crème. Et là, ça lui faisait vraiment un visage d'œuf. Mon oncle était propre, impeccable. Ouais. Les mains, la tête, ça s'arrêtait là. Le reste du corps, une fois par semaine aussi, il se lavait. Il se passait de l'eau tous les jours. Il prenait l'eau là-haut sur les chambres de bonne. Il se passait de l'eau, il frottait, il essuyait. Il n'était pas sale puisqu'il ne travaillait pas. Mais le savon, c'était le samedi soir ou le dimanche. Ça a été à peu près les 15 premières années de notre vie, de ma vie. Mais ça a commencé dans la cave. À l'intérieur, c'était tout propre. Mais la cave était entourée des autres caves. Et dans les autres caves, c'était un véritable dépôt de merde. C'est incroyable ce que les bourgeois, les riches de la maison pouvaient foutre dans leur cave. Pourquoi ils n'en faisaient pas des paquets puis ils ne les donnaient pas à mon père à vider aux éboueurs du matin? Non. Ils faisaient descendre par les bonnes tout ça dans les caves. Alors la nôtre, elle était donc entourée de ces caves. Mais c'était un lieu qui puait. Dedans, il y avait des pommes de terre qui pourrissaient. Quand ils se les faisaient livrer, parce qu'ils faisaient livrer d'un seul coup 150 kilos de pommes de terre. Ils bouffaient des patates là-haut. Ils se faisaient livrer 150 kilos de pommes de terre. Disons, le premier mois, c'était bon. Ça sentait pas trop mauvais la patate. Mais au bout d'un mois et demi, les caves, elles se prêtaient pas à ça. Il n'y avait pas d'air, il y avait des rats. Il y avait une humidité qui provenait de la Seine qui passait juste en dessous. Il y avait quelquefois même de l'humide humide. On mettait la main, ça faisait floc-floc parce que notre cave, elle avait la chance d'être un tout petit peu plus surélevée que les autres. Mais eux, ils étaient à 60 cm encore plus bas que nous. Il y avait encore 3 marches pour entrer dans leur cave. J'avais peur, moi, qu'il y ait encore des marches à l'infini puis que ça aille dans le fond de la terre. Alors ça peut être la patate pourrissante. Ça peut aussi le tonneau, parce que les tonneaux, ou bien ils fuyaient, ou bien quand ils avaient tiré là-dedans, ils les lavaient pas. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens. Et ça sentait le vinaigre, ça sentait plus le charbon. Le charbon, ça a une odeur. Hein. Ça a une odeur. Alors charbon, patates qui pourrissent, pinard qui s'évaporait, tout ça descendait dans le corridor, le vestibule, la cave. Il y avait les poubelles qui étaient rangées là. Quand mon père a été concierge, mais c'était déjà avant lui, les poubelles, elles étaient dans l'escalier qui descendait à la cave. Il y avait un petit renfoncement, mais il fallait faire attention de ne pas tomber avec. Eh bien, les poubelles, quand elles étaient vides, elles puaient 10 fois plus. Quand elles étaient pleines, ils les mettaient dans le couloir et puis les bonnes, elles venaient descendre dans le vestibule, quoi, dans l'entrée de l'immeuble. Elles venaient les virer là-dedans. Bon, ben, l'amas des immondices de la veille ou de l'avant-veille, il ne descendait pas tous les jours. Ça obstruait la poubelle, puis la poubelle ne sentait pas. Mais quand la poubelle avait été vidée par les éboueurs et que mon père les rentrait dans les escaliers, dedans, une fois, j'avais mis ma main comme ça.
J'ai frotté avec de l'eau de Javel pendant 1 heure. Ça sentait encore après, c'était noir. Mon père, il passait un coup d'eau dedans, mais il allait pas plus loin. Après, il avait découvert le grésil. Mais c'est les locataires qui se sont plaints, ça sentait dans tout l'immeuble le grésil. À croire que cette odeur n'était puissante qu'une fois que les détritus avaient été jetés. C'est ça. Moi, j'y pensais beaucoup à ça, la saleté. Ça, les détritus laissaient comme des gaz, des relents. C'était les relents de tous les étages entassés dans ces lessiveux enfers. C'est dans les étages où, petit à petit, mais très lentement, je vais commencer à m'élever, à monter. Mes parents étaient concierges, donc moi j'avais la cave avec ma grand-mère. Mon père et ma mère dormaient dans une loge près du vestibule. Alors je pouvais monter le courrier de temps en temps. Et quand j'ai eu découvert ces odeurs-là, je ne les ai peut-être pas découvertes. De toute façon, j'ai pas été souvent là quand j'étais petit. Mais je les ai découverts vraiment, les odeurs, autour de 8 ans, 8-9 ans. C'est peut-être un âge où on découvre aussi tout ça. Avant, je m'y étais fait. Je rentrais, c'était chez moi, ça sentait chez moi. Mais là, quand j'ai pu commencer à monter dans les étages, quand ma mère me disait monte, regardez si le bec de gaz du 3e il est bien éteint, ou bien s'il est bien allumé. Parce qu'il n'y avait pas la lumière là. Il y avait la lumière dans les appartements, mais sur chaque palier et dans la cage d'escalier, il y avait un petit bec de gaz. Alors moi, petit à petit, j'ai commencé à grimper dans les escaliers. Et très lentement, j'étais amené un peu à me hasarder, à hasarder mon nez. Et c'était aussi en cachette que je le faisais. J'attendais d'être seul. Je montais dans les étages. Alors c'était soit dans la matinée, le jeudi, il n'y avait pas d'école. Ou bien j'allais pas à l'école, parce que quand j'étais fatigué, j'allais pas à l'école. Je montais sur la pointe des pieds, j'allais jusqu'au premier. Ça a été ma première grande sortie tout seul. J'étais toujours en train de renifler. Je reniflais les tapis, je reniflais la rampe, puis surtout je reniflais la porte. La porte qui ouvrait. Il y avait 2 portes par palier. C'était les appartements de 8-10 pièces qu'il y avait. Alors j'ai reflairé comme un chien. La porte de gauche, c'était la porte des Maurices. Comme ça, je sentais, mais je sentais surtout du côté de la serrure, là où les bonnes et les patrons touchaient, rentraient la clé, où le trou de la serrure pouvait faire venir des odeurs qui se trouvaient dedans, le bouton de la serrure aussi, enfin le bouton de la porte, qui sentait pas. Puis le bas de la porte avec le tapis, là où il s'essuyait. Après, j'ai commencé à monter dans d'autres étages. Dans cette grande cage d'escalier, il y avait les tapis qui couraient sur toutes les marches. Et puis sur les paliers, il n'y avait qu'une raie de tapis. Le reste, c'était le parquet. Les becs de gaz qui étaient là. Il y avait l'encaustique qui me frappait les narines aussi, qui chassait toutes les odeurs. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire un détail. Il y avait les locataires, enfin les propriétaires dans les appartements, qui vidaient les ordures, les faisaient vider par les bonnes. Il était difficile de se mettre derrière elles et puis de leur sentir les fesses. Mais quelquefois, il y avait des petits nuages de parfums qui les suivaient et qui les entouraient. Alors de bons parfums ou de mauvais parfums. Il y en avait une qui sentait carrément la merde. Ah oui. Et c'était pas du parfum de merde qu'elle se mettait. Puis les autres, c'était du parfum. Ça sentait bon. Et puis le soir, la boniche, elle descendait. La petite poubelle, le seau, dans la poubelle, et c'était le seau de la femme Litzinger, qui avait toujours de l'odeur. Et j'allais vite soulever le couvercle et je sentais, c'était ce qu'ils avaient bouffé. Et ça puait. J'aurais bien aimé sentir la bouche de la bonne femme. Ouais. Parce que pourquoi elle se mettait de l'odeur? Souvent, il y avait 2 vieilles dans la maison. Une qui était boiteuse aussi. Il y avait d'elles des petites odeurs qui sortaient, qui étaient jusqu'à leur étage. J'ai cru une fois que, je ne suis pas sûr aujourd'hui de dire que j'avais dit la vérité, ou en tous les cas, cru que c'était ça. J'avais bien ressenti, en mettant mon nez, en essayant de l'enfoncer dans le trou de la serrure,
Ouais, chez la Montsou. La Montsou. J'avais mis mon nez, puis je disais, oui, ça sent la vieille. J'étais arrivé à me convaincre que l'odeur qui était dedans finissait par passer par le petit trou. D'autant que ma mère disait, ils ouvrent jamais les fenêtres. Ah, le petit trou de la serrure, il était donc là pour vidanger l'appartement. Je reniflais tout. Je classais par ordre. Ouais. Alors c'était mon ordre à moi, et l'ordre à moi, c'était ce que j'avais entendu comme mot venant de mes parents. Moisi. Décomposition. Ah, ils avaient réussi à faire du moisi quelque chose de différent de la décomposition. Le salpêtre aussi. Alors ça, le salpêtre, c'était en bas. Les caves. Qui se déposaient sur les vêtements. Ma mère, souvent avec du salpêtre qu'elle avait ramassé en descendant les escaliers de la cave. C'était un peu comme de la barbiche blanche, comme du sel, hein. Alors elle voulait pas qu'on le secoue dans la maison, parce qu'elle disait ça va amener le salpêtre dans la cave. On allait le secouer dans le couloir. Il y avait aussi de drôles de pierres qui s'effritaient, ce qui était effrité, ce qui tombait, ce qui s'affaissait. Moi, je voyais ça un peu comme un corps. La maison était presque comme un corps, avec toutes ces odeurs. Il y avait de ça, hein, il y avait de ça. C'était peut-être un corps humain, c'était peut-être un corps animal. Ça se traduisait par des boursouflures ici et là. Et à chaque fois qu'on crevait les boursouflures, on pouvait dire que pendant toute une matinée, il y avait des flopées de relents qui montaient et descendaient les unes les autres. Et je cherchais à ne pas crever toutes les boursouflures à la fois. Ça, personne ne s'en apercevait, parce que si moi je les crevais pas, elles allaient crever d'elles-mêmes. Mais moi, j'aimais bien en crever une, puis rester à côté, puis sentir. Il y avait aussi d'autres interventions, toujours précises, que je faisais, moi. Je grattais, puis je mouillais la poussière que j'avais récoltée, que j'avais grattée, puis je la passais sous mon nez. C'était pas du bois, c'était pas de la sciure, c'était à mon image des siècles de sueur qui avaient touché la porte et qui s'étaient déposés. Bon, enfin, la maison n'avait pas des siècles. C'était une vie d'odeur dans les fringues. Et mon père qui sortait bien les fringues des poubelles, il l'entendait lui quand on vidait. Et ça se faisait à la sortie de l'hiver. À la sortie de l'hiver, en entendant dans les poubelles, non pas gling, 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 comme ça, les verres cassés, des boîtes de conserve, des choses dures et sonnantes qui tombaient, mais du... Alors ça, c'était ou des épluchures, bon alors il aurait fallu qu'ils épluchent pour tout un régiment, ou des fringues. Or, il y avait un nettoyage de fringues qui se faisait. C'était pas des fringues qu'ils avaient portées dans l'année. C'était des vieilles fringues qu'ils s'étaient enfin décidés à jeter. Et c'était pas tous les ans qu'ils faisaient ça. Mais tous les ans, il y avait un des propriétaires, comme il y en avait 6, 7 même, de propriétaires. Il y avait 3 étages habités, plus un demi qui était en haut. Mon père était sûr, et il se trompait pas. Il s'y connaissait en chiffon. Et il disait, il vide les fringues. Et mon père y allait, un peu plus tard dans la nuit, et il fouillait. Il fouillait, et c'était effectivement... c'était des fringues qu'il y avait. Mon père les sortait, il les découpait, il remettait ce qui était à ne pas conserver, et ce qu'il conservait, c'était des chiffons utiles. Ouais. Alors, chiffons utiles, ça pouvait être pour encastiller les escaliers. Ça pouvait être pour nettoyer sa bicyclette. Quand c'était un peu plus grand, c'était une sorte de serpillière qu'il utilisait, lui ou ma grand-mère, ou ma mère, quand elle n'était pas malade, pour nettoyer le vestibule. Il passait de l'eau un peu javelisée dans le vestibule. Et aux gérants d'immeubles, ils faisaient croire qu'ils avaient acheté des serpillères. Ça faisait 10 sous. Ils avaient gagné 10 sous. C'était ça, des chiffons utiles. Mais c'était aussi des chiffons utiles quand ils étaient en assez bon état et qu'il faisait froid et qu'il allait au boulot à bicyclette et qu'il travaillait dehors. Il se faisait comme des genouillères, mais en dessous, directement sur la cuisse. Et puis sur le ventre et la poitrine. Il se les ficelait. Et le papier journal était bon, mais quelquefois c'était un manteau qui était viré, mais bouffé au mythe, mais un manteau. Mon père, il ne laissait pas passer l'occasion. Mais derrière les portes, la grande question que je me posais, et elle m'est restée dans la tête, on peut dire des années.
Comment ça sentait? Qu'est-ce qu'il y avait? Ma mère n'allait pas chez les gens. C'est à partir de 1932, par là, qu'étant vraiment devenue concierge, et puis qu'on ait vu sans doute qu'elle était honnête, qu'on lui a fait des propositions. Et si vous veniez nous aider quand on a du monde, vous serviriez à table ou bien vous préféreriez faire la vaisselle? Vous auriez un beau tablier noir avec un corsage blanc, ça serait bien pour recevoir les gens, les faire rentrer, puis les faire rentrer aussi dans le salon. Bon, ma mère avait été d'accord. Elle n'était pas contre faire la vaisselle, mais elle n'était pas contre regarder. Pour elle, ce n'était pas rigolo, c'était pas... Mais ça égayait un peu sa vie. C'était pas fatigant, ça la faisait coucher à minuit, 1h du matin, quand même. Puis le lendemain, elle retournait, si elle était au marché, elle allait au marché. Elle respirait beaucoup de tabac, elle disait que ça, elle aimait pas. Ils fumaient tous, les bonhommes, le cigare. Mais, ben voilà, de temps en temps, elle disait, il y a un verre à torcher. Ça voulait dire, ma mère a toujours aimé le vin rouge foncé, Bordeaux, ça, toujours. Elle n'avait pas beaucoup l'occasion d'en boire. Alors quand elle voyait qu'on servait des Bordeaux, puis qu'on débarrassait la table, et qu'on ramenait les verres à l'office, et puis ensuite on les passait à la cuisine, il y avait toujours un petit moment de vide, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui travaillaient. Elle se tapait un petit verre qui restait, un petit verre de Bordeaux. C'était le verre de mademoiselle, ou c'était le... Voilà. Elle n'aurait pas bu dans le verre de monsieur, qui était un vieux, ni gentil ni pas gentil, qui était un peu sourdingue. Mais le verre de mademoiselle, elle le sifflait, comme elle disait. Il était bon. Mais elle n'en prenait pas deux, parce qu'elle avait la tête qui tournait très vite. Alors derrière les portes, à un moment donné, moi ça m'est venu. Ça sent ou ça sent pas là-dedans? Et ça a été vraiment l'une des plus grandes questions. J'avais des questions qui me venaient du côté de mon oncle, il était vivant encore. Ma grand-mère, qui portait pas de culotte, et qui avait de la cystite, et qui pissait un petit peu partout comme ça. Elle me disait, dis-moi s'il y a quelqu'un derrière, parce que devant, elle craignait pas. C'était derrière. Je sais pas pourquoi. Elle écartait les jambes, elle tendait bien son grand tablier, sa grande jupe, puis elle pissait. Alors elle s'en foutait un petit peu sur le tablier, puis à la fin, au bout de 2-3 jours, ça commençait à sentir. Alors bon, après je m'étais demandé, alors dans la bouche, derrière les lèvres, puisque ce qu'ils ont jeté, c'est ce qu'ils ont mangé aussi. Ça pue pareil que dans la poubelle ou un peu moins. Je pouvais pas poser ces questions à mes parents, je pouvais les poser à mon oncle. Mais mon oncle, il répondait toujours à côté. Il me disait, mais c'est pareil, tout pue, le cul, il pue, tout pue. J'étais pas avancé, moi, avec ça. Comment faire pour rentrer dans les lèvres de la Mansou? Ça, on ne peut pas. Alors si, en parlant tout bas, comme elle était sourde, elle approchait son oreille de mes lèvres, et j'avais le temps de renifler un petit coup, mais c'était pas là que je voulais. Je voulais vraiment m'approcher tout contre. Comme je disais à ma mère, ouvre ta bouche, je vais sentir dedans. Je rentrais mon nez dans sa bouche. Et quelquefois, elle le pinçait, elle lui disait, « Eh, venez, le nez, je le mange. » Ouais. J'ai pu rentrer une fois, ça a été le premier. C'est ça, disons que j'avais 8 ans. Disons que j'avais 8 ans. Je suis pas sûr que... Peut-être que mes parents étaient déjà concierges. J'avais été appelé pour garder un chien, puis en même temps, sans doute, pour être questionné. Alors je prenais le chien, je le sortais, je lui faisais faire pipi et tout. La bonne n'était pas là, ou la bonne était partie, il fallait en trouver une, on n'en trouvait pas. Bon. Alors c'était moi qui, avant de partir à l'école, le sortais. En revenant de l'école, j'allais le chercher, je le ressortais, et le soir, je le ressortais encore. Il sortait 3 fois par jour. Mais au fond, c'était aussi un peu pour me questionner, parce qu'on trouvait des gens pour faire ça. Bon, j'étais pas payé, ça aussi, il y avait un bénéfice. Mais le premier jour, on m'a pas posé de questions. Tu ne rentreras pas là, tu rentreras pas là. Le chien, je te l'amènerai là. Bon, d'accord. Voilà la laisse. Bon, d'accord. Allez, tu sors. Et tu sonneras quand tu reviendras. Donc, j'avais pas le droit à la clé, j'avais le droit à rien. Mais le deuxième jour, dis-moi, et ta maman? Elle est encore malade? On savait bien sûr que ma mère, de temps en temps, restait dans le lit pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Ou bien alors, c'était mon père. Et ton papa? Il travaille pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'était pas pour moi. C'était pas tellement gênant, mais j'aurais aimé rentrer, aller un petit peu plus loin, pousser une porte,
Parce que moi, je connaissais que le couloir de cette femme-là. Et j'ai pu. Est-ce que celle-là l'a dit à une autre? Le petit des concierges ou le petit concierge, je ne sais pas du tout comment ils ont pu dire. Ils m'appelaient même pas par mon prénom ni rien. On n'existait pas. On n'existait pas. Alors quelqu'un avait dû dire à un autre, ouais, je ne sais pas ce qu'on a pu dire. Il n'est pas bavard, mais il écoute bien. Admettons que ce soit ça. En tout cas, voilà que la demoiselle Fargin, elle demande à ce que je vienne. Et puis que je lui nettoie, que je l'aide à nettoyer, mais en fait, c'était pour que je le fasse moi-même, à nettoyer tout ce que les chats faisaient de sale. Elle avait au moins une dizaine de chats. Alors ma mère avait exigé que je fasse ça avec une pelle et un balai, que je mette ça dans le seau, et puis que je le descende, que je le vide, que je le remonte, et puis c'était tout. Mais qu'on ne me fasse pas passer une pièce par terre, qu'on ne fasse pas nettoyer ni rien. Et ma mère avait bien dit, surtout, tu touches rien d'autre que le balai et la pelle. Mais je savais que chez Fargin, il y avait un perroquet. Perroquet qu'on entendait, qui criait. Mais enfin, j'entendais pas bien, moi, ce qu'il disait. Et puis quand on est jeune, on a du mal à bien comprendre. Surtout un perroquet. Alors, bon, quand je suis venu, c'était au 3e étage. J'ai fait mon petit nettoyage. Je ne pouvais nettoyer que les crottes que les chats faisaient partout. La pisse, il y en avait plein le parquet, alors on ne pouvait pas nettoyer ça. Et puis quand je suis remonté, la demoiselle Fargin, c'était une vieille fille, une ancienne chanteuse à l'opéra. Elle avait des disques, elle faisait écouter ses disques et tout ça. Pas à moi, enfin elle les écoutait à des gens, encore 2-3 amis qu'elle avait qui venaient. Elle les recevait dans une pièce sur l'arrière, sur le côté court. Tu as vu mon perroquet? Alors je l'avais vu en ramassant les petites saletés. Elle me demandait pas de ramasser les saletés en dessous le perroquet parce qu'il était sur un perchoir. Puis elle le sortait de temps en temps sur son balcon, toujours accroché à son perchoir. Alors elle l'a mis sur le balcon, puis elle m'a dit « Attends, tu vas voir comment il fait. » Alors je savais bien qu'il criait « Ah !» comme ça, mais je ne savais pas ce qu'il disait. Je ne savais même pas qu'il disait quelque chose. Et je l'ai entendu dire « Hé, hé, attends, attends, hé, hé, attends, attends. » Bon, alors j'ai bien entendu « Hé, attends, attends. » Et puis tout à coup, j'ai entendu dire « Merde, merde, merde !» Alors hop, mademoiselle Fargin, vite, elle le prenait, elle le rentrait. « T'as entendu ?» elle m'a dit. Il avait bien dit merde. Le soir, grande attraction à la maison. Je dis à mes parents, vous savez que mademoiselle Fargin, elle a un perroquet. Bien sûr. Et il crie. Oui, il crie, c'est vrai, oui. Elle le met de temps en temps, elle le met pas souvent. Moi, je sais ce qu'il crie. Et qu'est-ce qu'il crie? Je le dis. Ma mère ne voulait pas me croire. Elle avait entendu. Puis très rarement, parce que ma mère travaillait toute la journée, mon père toute la journée, et ce n'était qu'une fois, je ne sais pas quand, à midi ou à 2 heures de l'après-midi. Donc, et puis le perroquet était là depuis, je ne sais pas, 3-4 mois. Alors je remontais uniquement pour entendre le perroquet, mais elle ne le remettait plus sur le balcon. Moi, je rêvais dans mon coin de lui apprendre beaucoup d'autres mots. Mais dans l'appartement de Fargin, j'ai eu un problème. Les odeurs me brûlaient les narines et les paupières, et puis j'avais de plus en plus envie de tousser. Ça sentait... Elle-même, elle pissait un peu partout. Ça sentait... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, c'est un produit très fort. C'est pas de l'alcali, c'est quelque chose comme ça. Bon, je me souviens pas. C'était donc non seulement ces 10 chats qui libéraient tout, mais c'était elle-même qui ne devait pas toujours aller là où il fallait. Enfin, elle m'a fait un jour rentrer dans sa cuisine. Alors là, j'étais sans doute le premier de la maison à rentrer dans la cuisine. Il y avait qu'elle qui rentrait. Il y avait par terre 1,50 m de papier, des vieux journaux qui étaient là depuis 25 ans. Du linge qui était là aussi, pareil. Elle ne se changeait plus, mais il n'y avait pas de lessive. Depuis je ne sais combien de mois ou d'années. Tout était entassé. Les odeurs, mais c'était
bien pire que l'intérieur de la poubelle. J'ai dit à ma mère à ce moment-là, moi, je veux bien une fois par semaine aller nettoyer pour les chats, mais c'est tout. En face de la Fargin, il y avait la Mire. La Mire, elle était de l'âge de ma mère, elle n'était pas encore très vieille. C'était sur ses vêtements qu'elle foutait des parfums, parce qu'elle était continuellement en état de transpiration. Même quand elle descendait les étages, elle avait le visage recouvert, comme si elle s'était douchée, comme si elle avait pris la pluie. Et elle était luisante. Et elle sentait très fort. Et même si elle avait mis des vêtements tout propres une demi-heure avant, comme elle suait constamment, quand elle arrivait en bas, dans le vestibule, alors ça sentait moins fort parce que c'était de la sueur nouvelle, mais à son retour, c'était fait. Elle était envinaigrée complètement. Elle me faisait aussi monter chez elle pour l'aider à faire des rangements. Et ça, c'était devenu un peu une coutume, si on peut dire. C'était le changement de la saison. Les vêtements d'hiver, comme on en vidait à l'étage du dessous de temps en temps, une fois l'hiver terminé, elle, c'était soit pour les rentrer dans la naphtaline, au mois de mars, avril, et j'ai pu le faire une fois ou deux, mais j'ai pas pu le faire autrement, parce qu'elle écrasait les boules de naphtaline, elle mettait des vraies boules, et puis elle les écrasait, puis elle me faisait saupoudrer avec mes mains, pendant qu'elle tournait les vêtements, qu'elle les pliait, elle mettait dans du papier journal, et puis elle les glissait dans les armoires. Et elle-même, elle toussait, et moi je toussais. Et c'est sûrement que quand ensuite ses parents mettaient les vêtements, on ne sentait pas leur propre odeur, on sentait la naphtaline. Mais tout l'hiver, on savait qui est-ce qui venait de passer dans les escaliers et le vestibule. C'était quelqu'un d'émir. Bon, puis après, c'est eux qui ont demandé à ma mère, si vous voulez, ça serait bien, vous pourriez venir nous aider, ça vous changerait un petit peu d'en bas. En bas, c'était la cave ou la loge. Ma mère l'a fait une fois ou deux aussi, et puis un jour, elle a dit, non, je ne veux plus le faire, mais si, ça vous change. Et ma mère a dit, oui, mais ça me fait changer d'odeur aussi, et je peux pas. Moi, quand je revenais en tous les cas des étages, pas des étages, les escaliers et les paliers, mais de chez les deux, la Fargin où je ne suis plus retourné, et les Mires, ma mère me lavait quand elle était là. Et je n'y allais que quand ma mère était là. Les odeurs et la saleté. Donc on était là chez des gens qui auraient pu se tenir propres. Nous nous tenions propres, mais il y avait quand même quelques odeurs, parce qu'il n'y avait pas d'aération. Puis il y avait les parents de ma mère, les cousins et les cousines, tous des Italiens, chez qui on allait. Et là encore, des odeurs. Je dirais que tous les quartiers ouvriers avaient chacun son odeur. Peut-être qu'il y avait le quartier italien qui avait une certaine odeur. Il y avait un autre quartier d'Espagnols, avait sans doute aussi sa propre odeur. Comme chez nous, c'était que des Italiens, et qu'on allait voir des fois les deux frères italiens, Raphaël et Charlot. Raphaël et Charlot, ils vivaient tous les deux dans une pièce unique. Et moi, j'allais les voir avec ma mère. Ma mère aimait bien parler un petit peu avec eux. Et un jour que j'y étais, seul dans la pièce, c'était une pièce borgne. Le couloir avait une fenêtre. Et leur chambre, ils mangeaient dans le couloir. Le couloir était pas très large d'ailleurs. Ils mangeaient chacun serré contre un mur. Dans la chambre, l'air arrivait dans la chambre en laissant la porte ouverte et la fenêtre ouverte du couloir qui aérait un petit peu tout ça. Mais dans leur propre chambre, ils mettaient leur vin, tonneau, leur charbon, et eux aussi des patates. Et ben, c'était différent de la cave, ça sentait jamais l'odeur âcre, parce qu'eux, leur tonneau n'avait pas de fuite, mais ça sentait le vin. Et petit à petit, je me suis fait une sorte de petit pécule d'odeur. Je les fixais, et quand je rencontrais dans la rue
des gens, je les mettais du côté de la rue d'Aguesseau, de la rue de Sully, de la rue de... Chaque maison de telle rue correspondait à l'odeur de ceux que je venais dans le train de croiser, à l'usine même. Il y avait des types qui avaient leur propre odeur à l'usine. Il y avait des noms, des lieux, des visages, des corps. Je me tenais de plus ou moins éloigné d'eux lorsqu'ils venaient à la maison, parce que je savais qu'après leur passage, ma mère le disait. On ouvrait un petit peu, on avait une petite fenêtre au soupirail. On ouvrait un petit peu ça, on ouvrait un petit peu la porte de la cave. En haut des escaliers de la cave, là où il y avait les poubelles aussi pour faire le courant d'air. Et moi, on me faisait coucher, on me disait couche-toi, mets-toi une couverture. Et puis on sentait l'air qui tournait là-dedans. Et quand tout était soi-disant un petit peu nettoyé, aspiré, ma mère faisait tomber quelques gouttes ou de l'alcool à brûler. Elle trouvait que c'était ça, je crois qu'elle n'avait pas tort. Ou bien, dans un cas de générosité absolue, une ou deux gouttes d'eau de Cologne. Mon émotion, quand à 6 heures le matin, ici à la Châtre, j'entends et je dis à Cécile, voilà alors on les appelle ici les bouseux maintenant. Je dis à Cécile, ça y est, voilà les bouseux. Mon émotion, elle n'est pas feinte, je ne joue pas à quelque chose. C'est tout simplement parce que j'entends approcher le camion de nettoyage et de ramassage des ordures de la ville et que il va ralentir chez la voisine, une salope. Il va repartir un petit peu sans appuyer sur l'accélérateur pour arriver devant ma porte. Là, il freine, les freins couinent. Je vais l'entendre un bref instant saisir le paquet que j'ai mis ou le sac que j'ai mis. Et comme depuis mon enfance, j'entends tomber les ordures, soit sur les autres ordures, soit s'ils ont brassé un peu les ordures, sur la tôle qu'ils ont libérée comme emplacement pour le ramassage futur. À nouveau, le camion repart, exactement comme le camion partait quand mon père sortait ses ordures et que 5 minutes après, les boueux venaient faire leur travail. Ordures, ce que l'usine dévore et rejette, ça aussi. J'en ai vu des tas de chiffons propres sous le hangar et des tas de chiffons sales qu'ils venaient ramasser. Les tas de chiffons propres qui avaient été des chiffons, comme mon père qui faisait de la récupération des fringues. Il aurait pu, c'était les biffins qui venaient, qui les ramassaient, qui les donnaient, je sais pas où, à une usine qui nettoyait plus ou moins bien tout ça, les passait peut-être dans la javel et puis c'est tout. Je ne sais pas. Et je voyais le tas de chiffons propres sous le hangar, au bout de l'usine. L'usine était un immense hangar. Et au bout de l'usine, on livrait le charbon, on livrait le gaz, on livrait aussi le matériel dont on avait besoin pour travailler. Et puis il y avait tout un angle de ce grand hangar plein de chiffons propres. Et la distribution qui se faisait par une femme qui tous les matins venait, elle avait un petit chariot, elle ramassait tous les chiffons sales de la veille au soir et elle distribuait tous ces chiffons propres qu'elle avait déjà préparés la veille au soir avant de repartir chez elle. Tous les ateliers étaient faits. Celui des femmes soudeuses, elles en consommaient plus que pour les tourneurs, mais moins que les peintres. Il y avait des femmes peintres. Là, j'étais fasciné par les taches sur les chiffons. Parce que la couleur, quand j'ai travaillé là, c'était chez Farman. Et chez Farman, c'était la guerre. Alors, il y avait 2 ou 3 couleurs qui primaient. Le noir, le vert des boches, et puis du rouge très vif. Et ils passaient les femmes à la main ou au carlingue, c'était les 3 couleurs. La carlingue était évidemment kaki clair. Les taches sur les chiffons qui sortaient de l'atelier des peintres. Elle s'essuyait les mains, elle s'essuyait l'outil dont elle se servait, c'est-à-dire qu'elle sablait, elles essuyaient le caoutchouc du sablage. Elles étalaient les chiffons sur des planches, une fois utilisées pour que très vite l'évaporation, parce que la peinture c'était de la peinture cellulosique, enfin de la peinture très volatile, sentant très très fort comme l'acétone, sentant très bon, mais il fallait boire du lait pour travailler dans l'atelier. Et les chiffons sales, elle les balançait en dessous d'un immense établi où il y avait là 2 ou 3 grandes caisses.
Et moi, je regardais les étapes du maquillage de la femme, qui ne concernait pas leur propre visage, parce qu'elles avaient un masque, mais qui concernait les taches qui venaient sur leur corps, je veux dire leur salopette. Elles étaient en salopette soit bleues, soit blanches. C'était l'usine qui les lavait. Enfin, qui les lavait pas, qui les nettoyait, qui les détachait. J'aimais beaucoup rentrer, moi, dans leur atelier. Comme j'étais l'électricien, je poussais mon petit chariot et je ménageais une place pour que leur chiffon qu'elles mettaient de côté vienne un petit peu dans mon chariot. Et il y en avait une qui avait repéré que on l'appelait Suzanne, elle s'appelait Suzanne, que j'aimais bien les chiffons. Et, au fond, je les ramenais dans l'atelier là-bas, je faisais ça 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je les ramenais là-bas, puis c'était pas toujours extrêmement sale. Puis ça séchait tellement vite que nous, on pouvait s'en servir pour nettoyer des induits de moteur, des carcasses de moteurs, etc. On avait des chiffons, mais on en manquait toujours. Tout le monde manquait de chiffons à cette époque-là. Alors, j'étais là. Je guettais surtout quand elle peignait en rouge. C'était vraiment les taches rouges qui me plaisaient le plus. Et quelquefois, les chiffons étaient presque blancs ou devenus gris clair. D'autres moments, c'était des chiffons. Je me souviens, il y a eu du bleu ciel pendant un moment. Et du rouge sur du bleu ciel, du rouge si vif sur du bleu ciel. Quand je voyais qu'elles étaient encore en train de se servir du chiffon pour nettoyer, puis qu'elles attaquaient avec le pistolet noir, je faisais signe, donne-moi ton chiffon. Elles ne pouvaient pas m'entendre parce qu'elles avaient... Toute la tête était sous un masque. Je faisais signe que le chiffon rouge, qu'elles me le mettent là. Et pour moi, en plus du... Je ne suis pas sûr de parler d'un plaisir qu'il y avait là, mais c'était d'un goût. Je voyais, malgré l'odeur du diluant qui était de plus en plus forte, puisque moi j'avais pas de masque et puis j'allais partir très vite, j'étais sûr qu'il y avait un peu de leurs lèvres, parce que je les voyais quand elles étaient démasquées. Je les retrouvais quelquefois à la sortie. Je savais quel était leur vestiaire. Il y avait bien sûr le vestiaire des femmes et le vestiaire des hommes, mais je savais bien où elles étaient. Je connaissais tout. L'électricien connaît tout dans une usine. Alors je guettais, puis hop, il y en avait 1, 2, 3 qui sortaient. Hop, il y avait Suzanne qui arrivait. Je me mettais derrière elle, je sortais, je pointais, toc toc. Puis arrivée dehors, elle prenait le train. Elle aussi, mais elle prenait pas le train pour rentrer comme moi sur le retour.